Le marché de l'or connaît actuellement une effervescence sans précédent. Une fièvre dont l'intensité donne à tous les analystes financiers du monde l'allure de médecins réunis autour d'un phénomène inexplicable. Une valeur himalayesque, une hypertrophie et pathologique du cours qui défie toute logique économique traditionnelle. Cette situation est véritablement exceptionnelle, car en réalité, nous assistons à un événement historique jamais observé auparavant. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette analyse pour découvrir si cette bulle dorée est sur le point d'éclater et comment vous pourriez en tirer profit ou vous protéger d'un éventuel effondrement. En quelques mois seulement, la courbe de l'or s'est affranchie de toute limite raisonnable, culminant en avril dernier lors de ce que les experts ont qualifié de blistering rise, une ascension fulgurante. Ce point culminant a permis au cours de l'or de briller au-dessus du seuil des 3500 $ l'once, établissant ainsi un record absolu. Cette performance extraordinaire a fait vibrer toutes les gazettes spécialisées, enflammé les réseaux sociaux et mis en ébullition l'ensemble de la machinerie médiatique mondiale. Il en résulte une effervescence à la hauteur de l'événement, car l'or possède cette aura mystique qui en fait bien plus qu'un simple métal précieux. Dans notre époque marquée par les incertitudes économiques, les risques géopolitiques croissants, une inflation persistante et la peur généralisée face à un avenir instable, l'or semble plus que jamais s'imposer comme le symbole ultime de la valeur refuge. Tout le monde en veut, des grands investisseurs institutionnels aux petits épargnants soucieux de protéger leur patrimoine. Face à cette frénésie hors norme, le moment semble idéal pour se poser les vraies questions concernant ce marché en pleine ébullition. À commencer par la plus essentielle, ne serait-ce pas en réalité le pire moment pour acheter de l'or ? Si vous appréciez ce genre d'analyse financière sans filtre et souhaitez être informé de nos prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche des notifications pour ne manquer aucun de nos contenus exclusifs. La folie actuelle du marché de l'or se mesure en chiffres vertigineux. Du 1er janvier de cette année jusqu'au 22 avril, le cours de l'or s'est envolé de près de 35% en quelques semaines seulement, s'imposant comme l'un des rares actifs véritablement rentables de 2025. Si l'on observe l'évolution de son cours sur une année glissante, du 22 avril 2024 au 22 avril 2025, on constate une augmentation stupéfiante de plus de 52%. Le prix de l'or est passé de 2300 $ à 3500 $ l'once, et sa capitalisation boursière globale a littéralement explosé, passant de 15 000 milliards à 22 000 milliards de dollars, soit un gain phénoménal de 7 000 milliards. Pour mettre ces résultats en perspective, la valeur globale de l'or est actuellement supérieure au produit intérieur brut nominal de la Chine. Et si l'on considère uniquement la hausse enregistrée depuis un an, elle représente à elle seule plus de 2 fois la capitalisation boursière d'Apple, l'une des entreprises les plus valorisées au monde. Cette dynamique exceptionnelle entraîne dans son sillage tout un écosystème de produits financiers, à commencer évidemment par les ETF directement indexés à l'or physique, avec iShares et Amundi en tête de file. Dans cette même vague, on trouve également les actions des sociétés minières aurifères qui affichent des performances records. Certaines d'entre elles ont franchi la barre des 75% d'augmentation annuelle, tandis que d'autres atteignent même les 120% de croissance. Toutes bénéficient de l'effet de levier typique de ce secteur particulier, car lorsque l'or s'emballe, les minières s'envolent littéralement. Le conseil simple que beaucoup d'analystes proposent semble être qu'il fait beau partout, ciel bleu dégagé, le marché de l'or rayonne à perte de vue. Pourtant, au-delà de cette euphorie généralisée, une question fondamentale se pose. Qu'est-ce qui peut réellement justifier une telle envolée ? Le FOMO, la peur de manquer une occasion rare, constitue certainement l'un des facteurs d'accélération, mais ce n'est pas l'origine première de cette impulsion spectaculaire. La cause est plutôt à chercher du côté de l'environnement global, tant macroéconomique que géopolitique. Pour faire simple et consensuel, on pourrait attribuer cette situation à l'influence de Donald Trump et de Vladimir Poutine. Ce raccourci, bien que simpliste, n'est pas dénué de fondement. La guerre en Ukraine, l'embrasement du Moyen-Orient et, depuis janvier, le changement radical de politique économique des États-Unis ont tous leur part de responsabilité dans la flambée du cours de l'or. Rien que sur l'épisode des droits de douane, les fameux Trump Tariffs, on peut estimer que les annonces du 2 avril faites par le président américain ont directement contribué à une hausse de 15% du cours de l'or. Mais cela ne suffit pas à tout expliquer. Pour avoir une vision complète des facteurs qui ont propulsé le cours de l'or ces derniers mois, il faut identifier les grands acheteurs, ceux qui génèrent régulièrement du volume significatif. Depuis la période post-Covid, de nombreuses banques centrales ont adopté une politique d'acquisition massive d'or physique. Un choix stratégique qui se chiffre en milliers de tonnes. En 2024, plus de 1040 tonnes d'or ont été ajoutées aux réserves des banques centrales du monde entier, consolidant ainsi la moyenne observée sur les 3 années précédentes. C'est l'une des plus grandes vagues d'accumulation de l'histoire.
Cette année, nous sommes sur les mêmes bases avec la Pologne, la Chine et l'Inde en tête des acquéreurs. Favorisés par le recul du dollar, 244 tonnes d'or sont déjà venues grossir les réserves d'État au premier trimestre 2025. Nous avons donc un ensemble de facteurs qui nous conduit à faire le constat suivant. Des banques centrales aux petits épargnants, l'or a réussi à mettre tout le monde d'accord sur le mot d'ordre à suivre, acheter. Pourtant, en y regardant de plus près, certains signaux nous indiquent que si nous suivons cette tendance apparemment unanime, nous naviguons en eau trouble, probablement au-delà du raisonnable. Dans le tumulte ambiant, des voix s'élèvent, des vieilles histoires refont surface, car avec l'or, nous avons quand même des milliers d'années de recul et nous pouvons donc nous en servir pour éclairer le présent. Par exemple, si l'on compare le prix de l'or sur la base de sa valeur d'échange avec des biens et des services immuables comme le pain ou le salaire des militaires, on peut assez facilement apprécier la pertinence de sa valorisation actuelle. Depuis plus de 2500 ans, un gramme d'or permet d'acheter approximativement la même quantité de pain. Et si l'on prolonge cette logique, on sait aussi que la solde d'un centurion romain du temps de l'empereur Auguste est sensiblement équivalente en valeur or au salaire d'un capitaine de l'armée américaine dans les dernières décennies. Là où cela devient particulièrement intéressant, c'est qu'on s'aperçoit qu'en ce moment, ce n'est plus le cas. Nous sommes sortis de la norme historique. Les cours actuels du marché de l'or sont largement au-dessus de ces standards établis à travers les siècles. On aboutit au même constat si l'on applique ce raisonnement au prix d'échange de l'or contre d'autres matières premières comme le pétrole ou le cuivre, ou encore si l'on analyse l'indice à la consommation pour comparer l'échelle des salaires entre les années 1920, époque charnière pour l'or en tant qu'étalon monétaire, et notre époque actuelle. Quel que soit le critère retenu, nous sommes largement au-dessus de tous les standards historiques, même en prenant en compte davantage de paramètres comme le coût de production de l'or ou l'anticipation du taux d'inflation. À plus de 3000 $, le prix de l'or se situe considérablement au-dessus du coût de production réel basé sur l'indicateur AISC, All-in Sustaining Cost, estimé aujourd'hui à 1800 $ l'once. Un tel écart ne pourrait être justifié que par l'anticipation d'un scénario catastrophique dans lequel l'économie mondiale serait soumise à une inflation de 11% annuelle pendant 10 ans. C'est précisément là que réside le problème majeur, car on ne trouve nulle part la moindre trace d'indicateur qui pourrait conduire à une telle perspective inflationniste apocalyptique. On en est très loin. On peut également examiner la situation sous un autre angle plus technique. Selon Mark Mead-Bailey, le créateur du modèle d'analyse Begos pour Bonds, Euro, Gold, Oil, S&P 500, actuellement le prix de l'or révèle des signes évidents de surachat. Plus de 10% de surévaluation par rapport à la valeur médiane donnée par sa méthode, ce qui en fait le deuxième résultat le plus élevé depuis le début du siècle. Il faut absolument inclure dans cette analyse un élément modérateur important, la dépréciation du dollar. Mais même en tenant compte de ce facteur, on aboutit au même verdict à court terme concernant le surachat extrême. Néanmoins, sur un terme plus long, un cours de l'or à plus de 3000 $ pourrait éventuellement se justifier. Si l'on s'en tient aux indicateurs standards, la notion de surachat technique est toujours confirmée, notamment par l'écart de 15% entre le prix de l'or et la moyenne mobile sur 200 jours, par un RSI qui oscille entre 75 et 80, soit nettement au-dessus du seuil de surachat classique. Le DSI, Daily Sentiment Index, a également atteint un niveau stratosphérique en montant à 89%, alors qu'on considère généralement qu'un signal d'achat sur cet indice ne doit pas dépasser un nombre à un seul chiffre. Si l'on récapitule, nous avons des points de comparaison historiques, des indicateurs techniques et des méthodes d'analyse de marché qui convergent tous vers le même diagnostic. L'or est à la fois surévalué et en surachat technique, donc en surchauffe dans le rouge. De là à envisager l'existence d'une bulle spéculative, il n'y a qu'un pas que certains analystes n'hésitent pas à franchir. C'est notamment le cas de John Mills, spécialiste reconnu des matières premières chez Morningstar, qui affirme qu'il faut s'attendre à ce que le cours de l'or chute de 38% dans les 5 prochaines années. L'once d'or pourrait donc redescendre autour de 2000 $. Une prévision qui s'appuie principalement sur l'anticipation d'une augmentation de l'offre sur le marché de l'or. Pour que cette prédiction se réalise, John Mills mise également sur des facteurs économiques et géopolitiques favorables. Cela passerait par une détente au niveau des relations commerciales internationales, particulièrement entre la Chine et les États-Unis, par une hausse des rendements obligataires qui affaiblirait mécaniquement l'attrait de l'or aux yeux des investisseurs. Il ajoute à ce scénario baissier le probable ralentissement des achats d'or de la part des banques centrales dans un avenir proche. Une offre qui augmente, une économie mondiale qui se normalise progressivement et une demande pour l'or qui reculerait naturellement après cette échappée spéculative, c'est globalement le cycle que nous avons déjà connu après l'envolée d'août 2011, où l'once s'échangeait à 1920 $.
Peu après nos éditions, nous avons assisté à une correction massive de 28% et le cours de l'or est même redescendu à 1050 $ en 2015, soit une chute vertigineuse de 45% en 4 ans. John Mills n'est pas le seul à prendre un pari à la baisse sur l'or. C'est également le cas de la banque Morgan Stanley qui anticipe une baisse du prix de l'or à 2700 $ d'ici le 4e trimestre de 2025. Autrement dit, on tendrait vers un retour à un prix plus en phase avec les fondamentaux économiques, comme un reflux naturel après une crue exceptionnelle. Néanmoins, d'autres institutions prestigieuses, comme Goldman Sachs ou JP Morgan, voient le cours de l'or rester élevé cette année, voire continuer à grimper jusqu'à atteindre 4500 $ avant la fin de l'année. C'est ainsi, et ce n'est pas nouveau, l'or déclenche toujours les passions les plus vives. À la fois matière première, produits d'investissement, réserves de valeur monétaire et enjeux politiques majeurs, l'or cristallise les opinions les plus divergentes. L'absence de consensus n'est pas une anomalie quand on parle du marché de l'or, c'est une constante historique. Comment se positionner intelligemment dans un tel contexte d'incertitude ? Si je devais vous donner mon avis personnel et esquisser publiquement les grandes lignes d'une stratégie dans le bruit assourdissant du marché de l'or actuel, je commencerai par bien différencier les véhicules d'exposition à ce métal précieux. La différence entre détenir de l'or papier via des produits financiers et posséder de l'or physique est quasi existentielle, avec des objectifs d'investissement fondamentalement opposés. En réalité, ces deux moyens d'exposition, en dehors de la référence au même sous-jacent, ne relèvent ni des mêmes logiques d'usage, ni des mêmes mécanismes de marché. Avec l'or physique, on se positionne sur du très long terme. On en détient comme valeur de réserve à travers les années, voire les générations. Il faut alors le stocker, le transporter si besoin, prendre en compte que ce métal n'est pas réputé pour sa liquidité immédiate et il faudra savoir le protéger, non seulement contre le vol crapuleux, mais peut-être aussi face à une instance dirigeante au bord de la faillite économique. Difficile d'exclure totalement une telle éventualité lorsqu'on regarde l'histoire monétaire. On se souvient notamment du fameux Executive Order 6102 de Franklin Roosevelt en 1933, en pleine Grande Dépression, obligeant les particuliers américains à vendre leur or au gouvernement. Mais nous n'en sommes pas là en France, du moins pas encore. Quoi qu'il en soit, posséder de l'or physique relève d'une logique patrimoniale qui n'a que peu de choses en commun avec une exposition au marché via des ETF ou via des actions de sociétés minières. Plusieurs canaux d'accès, plusieurs stratégies possibles selon votre profil et vos objectifs. En choisissant d'investir dans un ETF qui réplique fidèlement le cours de l'or, vous pourriez plus facilement prendre des bénéfices, entrer et sortir du marché sans le risque de mettre votre capital entre les mains d'une entreprise spécifique. C'est la solution la plus fluide et flexible par excellence. Autre possibilité intéressante, investir dans les actions de sociétés minières aurifères car elles possèdent intrinsèquement un avantage non négligeable. Elles ont la particularité d'avoir une sorte de levier naturel sur le prix de l'or. C'est-à-dire que si le prix varie significativement à la hausse, cela augmente mécaniquement les marges bénéficiaires des minières et amplifie les mouvements boursiers sur leurs titres. Elles gagnent potentiellement sur tous les tableaux lorsque le marché est favorable. Néanmoins, nous sommes alors dans le domaine délicat du stock picking. Par conséquent, cette approche demande une analyse approfondie de chaque entreprise et une compréhension fine des risques spécifiques à chaque acteur du secteur. Endettement, exposition géopolitique, détail des coûts d'extraction, qualité du management, tout doit être scruté avec attention. Si vous cherchez à avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire le meilleur des deux mondes, il existe des ETF spécifiquement exposés aux sociétés minières aurifères comme le GDX et le GDXJ de Vanek ou encore le Ring de iShares. Pour ceux d'entre vous qui ont déjà investi sur ce marché et qui bénéficient de substantielles plus-values latentes, envisagez sérieusement de prendre une partie de vos profits et d'attendre patiemment une correction qui semble inévitable à moyen terme. Et si vous songez à entrer sur ce marché maintenant, les maîtres mots de votre réussite sur l'or seront patience et observation minutieuse. Attendez pour saisir un moment plus propice, car il y aura forcément des points d'entrée plus favorables dans les mois à venir. Il existe aussi, plus simplement, la solution de commencer avec un plan d'investissement progressif de type DCA, Dollar Cost Averaging, sur le long cours. On estime généralement qu'un cycle complet sur le marché de l'or dure environ 10 à 15 ans. Par conséquent, ne vous attendez pas à doubler votre mise rapidement ou à trouver miraculeusement un prix d'entrée au creux de la correction principale en quelques semaines seulement, ni même en quelques mois. Surtout qu'entre les craintes de pénurie physique et les anticipations contradictoires concernant l'évolution de l'offre, nous avons toujours la dimension politique à considérer. Et c'est bien là que se situe la dynamique essentielle et souvent imprévisible du marché de l'or.
Indépendamment de sa simple valeur financière, l'or demeure le thermomètre universel, celui qui donne la mesure précise de l'enfièvrement mondial, quelque part entre euphorie spéculative débridée et panique systémique profonde. On peut même le considérer comme le pivot d'un paradoxe permanent, inversement corrélé à la confiance collective dans l'avenir de nos sociétés. Si l'économie mondiale s'apaise et se redresse durablement, le prix de l'or aura naturellement tendance à baisser. Mais il peut littéralement exploser quand le monde menace de s'embraser sous les tensions géopolitiques ou économiques. L'or reste ce miroir fascinant de nos incertitudes et de nos peurs collectives. Si vous le pouvez raisonnablement, mieux vaut en posséder au moins un peu sous forme physique pour ce qu'il représente comme valeur qui rassure et qui protège. C'est du moins ce que nous enseignent des milliers d'années de notre histoire commune, tant pour les individus que pour les États. D'ailleurs, on attend tous impatiemment les images d'Elon Musk ouvrant symboliquement les portes des coffres légendaires de Fort Knox, n'est-ce pas ?